Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et vous profitez bien de cette belle fête du Grand Bayram. Une émission de Direct très spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler à cette occasion, à l'occasion de la fête d'Aïd al-Adha, le Grand Bayram en Égypte, du tourisme en Égypte. Pas seulement le tourisme international vers l'Égypte, mais en Égypte. Les Égyptiens, les Égyptiennes, le peuple, que fait-il? Pourquoi reste-t-il en Égypte? Beaucoup de questions très simples qui seront posées à notre invitée ce soir, Madame Dalia Mohamed Fathi, qui est experte, qui n'est pas seulement experte, tour opérateur et pas seulement tour opérateur, mais aussi guide touristique et professionnel. Bonsoir Madame Dalia. Bonsoir, madame. Merci bien d'être avec nous pendant ces 4 ou 5 jours de vacances du Grand Bayram et merci bien d'être avec nous sur International. Bon fête à tous. En général, les Égyptiens aiment toujours les jours de fête. Exact. Et les vacances aussi. Et les vacances, c'est toujours on est en vacances pendant les fêtes. Par exemple, le fête de Bayram, ça sera parfois 10 jours de congé. Alors tout le monde profite de ces congés à passer dans les sites touristiques en général en Égypte. D'accord. Madame Dalia, on va juste commencer par quelques petites nouvelles que nous allons évoquer avec vous et bien sûr avec nos chers téléspectateurs. Des petites nouvelles concernant toujours l'infrastructure en Égypte, aussi tout ce qui pourrait être site et aussi nous allons parler du sarcophage de Toutankhamon. Donc on va commencer de suite par une petite nouvelle concernant le cabinet ministériel qui continue toujours de suivre l'état d'avancement des projets qui ont été mis en œuvre par le ministère des Antiquités, qui a indiqué que plusieurs projets devraient être achevés avant décembre prochain, ajoutant que le coût total de ces projets atteignait environ 1,479 milliard de livres égyptiennes. Et parmi ces projets figure la restructuration du palais du baron Empin, la poursuite des travaux de construction du musée national de la civilisation égyptienne, la restauration de la pyramide de Djezer et la construction d'une usine de répliques. Et selon le ministère des Antiquités, parmi les projets qui sont mis en place par le ministère figure également la construction de musées à Tanta, Hurghada et dans la nouvelle capitale administrative. Et quant au projet de construction du grand musée égyptien qui coûte 970 millions de dollars et les préparatifs de la cérémonie d'inauguration du musée ont également été abordés lors de la réunion du cabinet ministériel. Madame Dalia, je vais m'arrêter sur une des réunions les plus importantes la semaine dernière et cette semaine, puisque ces réunions sont toujours en cours par le cabinet ministériel qui est très apparemment très énergétique et vif. Nous suivons donc la poursuite sous les directives du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi de la construction de ces plusieurs projets. J'en profite pour parler de la restructuration du palais du baron Empin. Oui. Exactement. Oui. Il y a longtemps, plus que une quinzaine d'années, que toujours le palais de baron Empin en restauration. Oui. Tout d'un coup, il y a quelques mois qu'ils ont parlé selon un grand projet qui va être naître ces jours-ci. Il va être ouvert à tous les peuples de bien visiter le palais de Empin. C'est à Héliopolis À Héliopolis. Toujours le passe à l'aéroport, c'est bloqué, c'est toujours en restauration. Et c'était un rêve pour nous les guides et parfois les étrangers qui arrivent avec moi de passer juste pour prendre quelques souvenirs. Et c'était interdit de l'État de passer à l'intérieur. Aujourd'hui, on a de la chance. Il y a beaucoup de sites monumentaux en restauration étaient ouverts déjà. Comme ce palais, cette fois-ci, on va tout d'un coup réaliser un rêve pour tout le monde. Est-ce que les Égyptiens, le peuple, Madame Dalia, il est conscient où est le palais du baron Empin? La majorité des peuples qui s'installent toujours sur la Nouvelle-Caire connaissent très bien la valeur de ce palais. À l'époque, il me raconte, parce que je n'étais pas dans les époques de 1954, que ce palais-là tournait selon les rayons de soleil. C'est-à-dire le chef Empin lui-même qui a édifié ce palais pour sa femme, pour se soigner. Alors c'était essentiel de faire des petits tours selon les rayons de soleil pour être en guérissage. En toute façon, exactement. En toute façon, c'était un rêve pour nous, les guides, de bien savoir comment il tourne. Ce rêve-là, il va
ouvrir un temps de nombre de Français selon le monde tout entier, d'arriver pour savoir comment ce palais s'était installé. Il était installé ici plus que 22 ans, ici en Égypte. Dans quel avantage il a fait ce palais-là? Les peintures, les couleurs, comment il dormait à l'intérieur, comment il faisait les salons. Et ce palais est fermé depuis plus de une 50 vingtaine d'années en restauration, ma chérie. Toujours en passant, on raconte l'histoire pour tout le monde. Et de l'extérieur, on fait des petites photos. Et c'était interdit de bien jeter un coup d'œil quand même sur la porte. Alors aujourd'hui, on a de la chance que ce projet est tellement... Ils ont réalisé le rêve de bien achever le travail, et bien faire pour l'Égyptien. Quand même nous, on a par curiosité pour savoir comment les Français, ils ont fait un palais chez nous. Parce que c'est uniquement ici en Égypte. Il n'y a pas d'autre palais ancien que ce palais-là. Après la restructuration du palais du Baron en Pin, on doit être inauguré une nouvelle fois ou encore une fois fermé? J'espère bien qu'avec cette restauration, il va être ouvert selon comme n'importe quel site monumental. On doit bien prendre des soins à l'intérieur. Peut-être il n'y a pas à filmer, de simples photos, selon des horaires pour ouvrir ce palais-là. Et ça sera pour le bien de ce monument-là. Parce que toujours, on est d'accord dans les horaires qui fait pour le bien de restaurer ce palais. D'accord. Je m'arrête, chers téléspectateurs, avec une petite aussi nouvelle, puisqu'on parle tourisme, on parle aussi projet, on parle logement, on parle une entièreté du territoire égyptien, on parle d'aménagement du territoire égyptien. Je m'arrête surtout sur la côte nord, le développement de la côte nord en Égypte qui s'appuie sur la stratégie de 2030. Effectivement, le plan général pour le développement de la côte nord s'appuie sur cette stratégie de développement durable. Et le cabinet ministériel avait confirmé que le plan général du développement de la côte nord était basé sur les axes de la stratégie du développement durable en Égypte, soulignant que cette viabilité ne pourrait se concrétiser que si l'on s'attaque aux axes d'élaboration des plans sur les divers niveaux spatiaux. Il a de même fait remarquer que l'Égypte visait à l'échéance de 2030 à ce que l'économie égyptienne devienne compétitive, équilibrée, variée, dont les piliers sont la créativité, le savoir, et laquelle investit le génie, l'espace de l'homme afin de réaliser le développement durable et promouvoir le bien-être des citoyens. Je parle de la côte nord qui figure, ou Al-Sahel al-Shamali qu'on appelle, qui figure parmi des projets, géants projets et méga projets de la stratégie aussi de développement durable 2030. Je m'arrête avec vous encore une fois, Madame Dalia. Vous avez touché vraiment sur un point très très important de dire. Selon le tourisme, c'était s'arrêter depuis, en disant 10 ans à peu près, qu'on comptait sur la côte. De ce côté-là de la mer. Parce que tous les étrangers, même les Égyptiens, ils ont été un peu étonnés qu'il y a le tourisme qui s'arrête. Il y a un seul avantage en Égypte d'aller à la mer. Alors c'était une grande porte qui accueille un nombre pas mal de tourisme. Tous les agences, tous ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme, ils ont encouragé ce domaine-là de bien attirer l'attention vers l'Égypte. C'est-à-dire, en bref, selon la stratégie du tourisme, c'était le seul moyen que les étrangers arrivent pour profiter de notre climat. Selon aussi les sites monumentaux, c'était un peu dangereux selon une partie de notre histoire il y a 10 ans. Alors, ce côté-là, c'était ouvert pour tout le monde et c'était bien assuré. Selon les plages, selon les maisons là-bas, selon les hôtels de 7 étoiles. Parfois, on voit des hôtels comme en France, là-bas. Tout à fait. Et c'était un moyen de dire que l'Égypte existe. Parce que si on ferme une tombe selon les attentats, par exemple, qu'il y a eu une fois, il y a la mer qui était accueillie pour tout le monde. Même les Égyptiens qui préfèrent passer des vacances en Angleterre, en Espagne, en France, n'importe quel pays, ils étaient encouragés de payer leur visite ici. Et c'était notre tourisme d'Égypte. Et c'était vraiment un grand tourisme que... Donc vous pensez que la côte nord en Égypte... C'est essentiel de le faire il y a plus des avantages là-bas d'accueillir beaucoup de nombre. Parce que si au cas où le Caire, il y a quelque chose au Caire, par exemple, il fait chaud, le climat, c'était
pas pour tout le monde. Alors, il y a la côte qui s'y accueille beaucoup de tourisme. Je ne pense pas que la chaleur pourrait agacer aussi la chaleur du Caire. Une raison exactement que ces jours-ci, beaucoup de touristes, non, beaucoup de touristes, effectivement, ces jours-ci, non, ils se dirigent vers Luxor et Assouan. Si ici, c'est la canicule 24 heures sur 24, pas comme en France, bien sûr, pas une canicule, mais avec des touristes qui se dirigent vers Luxor et Assouan. Mais vous savez très bien que là-bas, à Luxor et Assouan, c'est le Nil. C'est aussi une plage. Une croisière aussi. Exactement. Alors moi, parmi les années que j'ai passées à Luxor et Assouan, je me suis bronzée là-bas et en même temps, j'étais très contente d'avoir de l'air. De passer devant le Nil. Alors c'est notre corniche. On peut dire la corniche devant la mer et la corniche devant le Nil. Alors même en ces jours-ci qu'il y a tant de pays un peu chaleureux ici chez nous, comme Luxor, comme l'Égypte, alors les touristes ou bien les touristes préfèrent bien passer une croisière pour profiter du Nil. D'accord, je vais revenir sur le développement de la côte nord, Madame Dalia. Pourquoi voit-on, vous avez certainement une raison, vous êtes une guide professionnelle aussi, si je veux m'adresser à nos chers téléspectateurs, francophones même ou anglophones, parler de la côte nord, si l'Alexandrie c'est la perle de la Méditerranée, alors que la côte nord, comment vous pouvez l'évaluer? Il a évalué de point de vue que la nature, premièrement, la nature là-bas, c'est différent qu'Alexandrie. Alexandrie, c'est la plage, la corniche, les maisons, la vie quotidienne, les tombes monumentales. Mais la côte du mer, du Sinaï en général, c'est la pierre qui raconte, madame. Et il y a des pierres là-bas incroyables, comme on dit, en plein désert, on voit du cristal, on peut faire le 4x4 du désert. En plus, on peut profiter de la mer. On a deux domaines de tourisme. Ce qui fait le 4x4 du désert aime faire les monastères, par exemple, le bédouin, la vie des bédouins, comment ils sont leurs coutumes. Et sur la côte nord et la route de la côte nord aussi, on remarque à environ 200 km la ville d'Al-Alamein. Et bien sûr, il y a les souks aussi des chameaux là-bas. Et ceux qui aiment voir la nature, comment on se balade dans le plein désert, dromadaires ou bien des chameaux. Alors, il y a des souks là-bas. Alors, là-bas, il y a une grande vie égyptienne bédouin. Malgré qu'Alexandrie, c'est la paix du Nil, comme on dit, c'était la ville des Grecs romains. Il y a d'autres civilisations qu'on a, une grande histoire grecque. Cléopâtre, par exemple, Ptolémée, qui a édifié le projet d'Alexandre le Grand. Mais malgré ça, il n'y a que les sites monumentaux là-bas, à part les plages. Mais à Sinaï, il y a d'autres coutumes. Nous sommes dans notre pays, mais avec différentes coutumes. Il y a les Bédouins avec leur langue, avec comment ils s'habillent, comment c'est leur habitude de sacrifier, par exemple, ici au Caire, les moutons, les vaches, là-bas les chameaux. Par contre, notre vie qui attire l'attention des étrangers. Et toujours les films qui racontent les Bédouins, ou bien selon la vie des Bédouins, c'était sur le monde tout entier. Tout le monde aime ce côté-là. Aussi le plongée. On fait le plongée, on va voir les trésors dans la mer. Plongée sur la côte nord, vous voulez dire, vous parlez de la mer Rouge plutôt? Un petit peu. Il n'y a pas de plongée à la côte nord. Mais écoutez, il y a aussi quelques pierres qui étaient en dessous, que ça diffère que de voir du sable seulement. Alors, faire tout ce qui est enfui sous la mer, vous voulez dire, de la Méditerranée. Exactement. Et en même temps aussi, il y a des hôtels qui attirent l'attention aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vraiment, au Caire, on n'a pas la superficie d'avoir édifié des grands hôtels de plus de 7 étoiles. C'est vrai qu'on croise beaucoup d'étrangers exactement sur la côte nord, pendant les vacances touristiques là-bas. Les ressortissants étrangers au moins qui vivent en Égypte. Ils m'ont dit, Dalia, on va rentrer cet hôtel, on va s'installer dans cet hôtel d'un château en France. Je dis non, c'était un rêve il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui on réalise d'attirer l'attention vers l'Égypte européen ici en Égypte. C'est-à-dire les plages, la nature, les hôtels, la nourriture. Avant, c'était pas tout le monde, on voit la nourriture chinoise ici aujourd'hui dans tous les restaurants. Il y a tout, et thaïlandaise. Et thaïlandaise et française aussi. Et française, il y a 10 ans qu'il n'y a pas ça.
Alors, toujours, les étrangers cherchent leurs coutumes ici. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils arrivent. On va s'arrêter quelques instants. Madame Dalia, chers téléspectateurs, on parlait juste exactement de le plan ou le projet de développement de la côte nord. Et moi, je m'arrête sur la côte nord, pas seulement toute la côte, mais je m'arrête sur la ville d'Al Alamein. Pourquoi la ville d'Al Alamein demeure-t-elle une cité des rêves? Donc c'est la ville vedette de la côte nord. Elle devra comprendre un quartier résidentiel, un site touristique, des universités, des terrains agricoles et une zone industrielle. Elle est considérée par toutes les mesures une ville pour le présent, une ville également pour l'avenir. Elle possède tous les atouts de la ville de la 4e génération. Je vous invite à suivre notre compte rendu avec Sarah Al-Maghrabi. Je reviens avec plus de questions pour notre invitée ce soir, Madame Dalia Mohamed Fathi. S'étendant sur une superficie de 48 000 fédans et située à 104 km d'Alexandrie et à 240 km au nord-ouest du Caire, la nouvelle ville d'Al Alamein fait partie des grands projets nationaux. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de développement de la côte nord. Un littoral qui, selon les experts, possède tous les atouts nécessaires pour devenir une destination idéale pour les investisseurs comme pour les touristes. Les travaux de construction sont d'arrache-pied, les ouvriers travaillent sans cesse jour et nuit. La nouvelle ville doit accueillir pour la première phase entre 3 et 4 millions d'habitants. La première phase de l'allée touristique de longueur de 7 km est presque terminée. L'allée est allumée dans la nuit et plantée. Des chaises ont été placées pour jouir de la beauté splendide de la plage. Cette phase comprend également la construction des services complets des plages, à savoir des toilettes, des unités pour changer les habits et des cafés, ainsi que des restaurants et des zones d'accès à Internet. Des terrains de football et de tennis sont en cours de construction. L'allée est consacrée aux piétons et comprendra les lieux de rassemblement des terrains de jeu et qui ont été achevés. Quant au quartier résidentiel, il comprend 5 000 logements. De nouveaux appartements sont en cours de construction en plus d'autres qui ont été vendus au public. L'éclairage des rues s'est terminé dans le quartier résidentiel. Les espaces vides ont été plantés et équipés par des zones de jeu pour enfants. Et pour la cité de patrimoine, sa superficie s'étend sur une surface de 260 fédans. 40% de construction ont été terminés. Le nombre de bâtiments dépasse 70 bâtiments et comprend le théâtre romain, l'opéra, un complexe de cinéma et des bâtiments commerciaux et hôteliers. Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs. Et on parle vacances, on parle Bayram, on parle fête, on parle festivités, on parle aussi tourisme, puisque nous sommes en vacances en Égypte. Une nouvelle très intéressante, pas seulement pour les Français, mais pour tous les touristes, qu'ils soient des touristes à l'intérieur interne ou au tourisme international. On parle de la présentation du sarcophage de Toutankhamon actuellement, qui est en restauration. L'Égypte a effectivement présenté la semaine dernière le sarcophage doré de Toutankhamon en restauration pour la première fois depuis sa découverte en 1922. Ce travail débuté mi-juillet après le transfert du sarcophage de la Vallée des Rois à Luxor au Grand Musée d'Égypte au Caire. Il s'agit donc d'un objet historique unique, pas seulement pour l'Égypte, mais pour le monde. Le sarcophage sera donc exposé en 2020 à l'occasion de l'ouverture du gigantesque musée. La restauration de l'objet ou de ce sarcophage devrait prendre 8 mois. Il est en bois, il est doré à l'extérieur, il mesure 2,23 mètres. Il est décoré d'un portrait du jeune roi portant des symboles pharaoniques, le sceptre et le flagellum. Et au cours du siècle dernier, des fissures avaient malheureusement apparu au niveau des couches de plâtre doré, particulièrement celles du couvercle et de la base. Pour parler de Toutankhamon qui est monté sur le trône vers 1333 avant Jésus-Christ. Il est sans doute le plus célèbre pharaon de l'histoire. La découverte de sa tombe intacte en 1922 y est probablement pour quelque chose. Il est le fils du roi pharaon Akhenaton, époux de la légendaire reine Nefertiti. L'enfant pharaon aurait donc accédé au pouvoir à 9 ans et serait mort 10 ans plus tard du paludisme. Madame Dalia, Toutankhamon reste toujours gravé, pas seulement dans la mémoire des Égyptiens, mais aussi incroyablement sur le plan international. Pourquoi Toutankhamon? Pourquoi moi, je l'appelle tout en or.
tout en or. Parce que notre civilisation, c'était toujours en pierre. Oui. Et c'est uniquement, vraiment, quand vous dites qu'avec la tombe intacte, on a découvert une tombe en or. Oui. À peu près de 5000 des pièces en or massif. Oui. Et l'or, c'était à l'époque de 24 carats. Ce n'est pas de 18, c'est pas l'or pur. Incrusté des pierres précieuses comme le turquoise, le lapis, ainsi de suite. Alors là, la tombe était intacte par chance. Si quelqu'un demande c'est quoi la chance, qui était cachée sous la tombe de Ramsès III. Alors les voleurs à cette époque-là, ils ont volé, pillé toutes les tombes de loin et de près et gardé Toutankhamon comme un secret du désert. Dans les années 1922, c'était un chef-d'œuvre qu'on a toujours une tombe pareille. Quand on a découvert la tombe dans la chambre des morts, il y avait comme des sortes de catafalques, comme des boîtes, comme les poupées russes, l'une emboîtée dans l'autre, avec 4 cercueils. Mais en toute façon, ou bien de restaurer, ou bien de faire le besoin pour la grand cercueil en plâtre braqué or, c'était un grand travail il y a des vingtaines d'années. Parce que jusqu'à notre jour, toujours on visite la tombe grâce à ce sarcophage. Et de bien restaurer le cercueil qui était en mauvais état de conservation, selon qu'il était en pierre, en plâtre, plaqué. Et pourquoi considère-t-on, Madame Dalia, non seulement les archéologues ou le ministère des Antiquités en Égypte, mais aussi sur le plan international, pourquoi Toutankhamon et tout ce qui en est découvert demeure-t-il une prestigieuse découverte? Pourquoi précisément le roi Toutankhamon? Il y a une chose à bien dire, que Toutankhamon, l'immobilier, c'était complète. Si on regarde selon tous les pharaons, le plus grand célèbre qui a vécu longtemps comme Ramsès II, il a construit pour nous des grands temples comme à Karnak, des vestiges, et des grandes statues colossales, mais grâce que Toutankhamon qui était intact, la tombe, on a été parvenu comment c'était le trésor de Ramsès, et qu'il a vécu plus que 90 ans sur le trône. Je parle de la partie de Toutankhamon, c'est 10 ans, pas plus que ça, son règne. Malgré ça, qu'on a découvert une tombe pleine de trésors en or. Mais selon Ramsès, il a vécu plus de longtemps sur le trône, mais on n'a pas pu savoir selon ses trésors. Pour 3 raisons. Plusieurs choses ont dit que les voleurs, dans toutes les époques, c'est partout, il y avait des temps de décadence que l'Égypte tombe, les ennemis qui rentrent. Les Égyptiens, les ouvriers, eux-mêmes qu'ils ont enterré les choses dans les tombes, eux-mêmes qu'ils ont cherché. Selon Ramsès, on n'a rien vu que des statues colossales, malgré qu'il a vécu longtemps. Selon Toutankhamon, le plus majestueux des trésors, c'était chez Toutankhamon. On a vu les colliers, les bracelets, comment ils s'habillent, comment c'était les cataphalques, comment ils faisaient les cercueils d'une dans l'autre, comment c'était la momie. Madame Dalia, Toutankhamon sera au Grand Musée égyptien. Parlez-nous de ce Grand Musée égyptien tellement attendu par les Égyptiens, par nous, autant que les touristes. C'est un rêve. Parce que quand je rentre, moi, le musée du Caire, de grand archéologue Mariette, l'historien très connu, le bâtiment, c'est un palier. Moi, je le considère comme un palier. Mais est-ce que le palier, là, c'est plus suffisant de tous les monuments qu'on a dans le musée du Caire? Non plus. Alors, il y a des étages et des étages, plein de choses qu'on ne peut pas à l'œil ordinaire bien savoir de tout. Alors, de bien exposer les choses dans des vitres, de donner les valeurs des choses chacun seul. Alors, on a la superficie dans le grand musée de la civilisation qui va naître dans ces jours-là, l'ouverture. Mais ça sera pour tout le monde qui peut voir de tout. Et malgré que Mariette, c'était le fondateur du musée du Caire, c'était à l'époque l'unique musée chez nous d'archéologie, mais on va garder le bâtiment avec quelques monuments aussi. On ne va pas tout chercher.
Mais la façon de bien présenter les choses, comme dans tout le monde tout entier, il y a des musées très connus comme au Louvre à Paris. Pourquoi au Louvre, on voit les zodiacs, par exemple, sur le plafond de Louvre, les zodiacs chez nous. C'était une partie de notre temple d'Atar, parce qu'ils ont bien placé la valeur de ce monument là-bas. Chez nous, on a réalisé ce rêve dans ce musée-là, et ça sera aux pyramides, c'est quelque chose de valeur, parce que nous sommes au pied de la merveille du monde. Alors moi, félicitations, premièrement, de ce travail-là qu'il y avait, tant de monde qu'ils ont travaillé, et il va être aussi à l'intérieur des guides professionnels de toutes les langues, c'est-à-dire on ne peut pas chercher, on est là de tout à l'intérieur, malgré le musée du Caire, c'est plus petit. Mais la façon de faire présenter les choses donne une valeur pour le monument. Vous êtes avec moi toujours qu'on doit, pour l'admiration, parce que c'est pas toujours, on prend des photos. Parfois, on a besoin d'admirer bien la valeur. Et en plus, avec le plateau des pyramides, qui est lui aussi rénové, restructuré encore une fois. Exactement. Et jusqu'à maintenant, il y a des fouilles partout aux pyramides. Les mastabas qu'on a, ou bien des tombes un peu privées, des pyramides, c'est un niveau qu'on appelle une mastaba, c'est pour un haut fonctionnaire ou bien quelqu'un de la famille, a une valeur des trésors à l'intérieur. Alors, c'est logique de faire présenter les choses découvertes de ces tombes-là dans le site elle-même. Et entre guillemets aussi, que le Caire possède, ou bien pour la circulation, possède combien de personnes chaque jour? À peu près de 22 millions qui descendent au centre-ville chaque jour. Et ça sera un mauvais trafic aussi, parfois, les jours de lundi, mercredi, pour faire visiter le musée. On a de la chance de faire de tout à l'aisement aux pyramides et bien expliquer les sites en réel. Tel qu'on a découvert, on a placé les choses devant vous. Donc les découvertes, tout ce qui est du musée, les nouvelles découvertes, tout ce qui est du musée du Caire au grand musée égyptien, avec aussi un plateau des pyramides rénové. Ça une belle vue, madame. Vraiment, ça donne un charme aussi sur le plateau de Gizeh, de bien pas aller plus loin pour oublier l'histoire. Avec les nouvelles routes aussi qui sont rénovées. Garder le Caire tel qu'il était, le Caire islamique. Avec les anciennes églises, les anciens mosquées, et garder les sites pyramides des pharaons qui racontent l'histoire. Ceci figure exactement parmi les plans chaque site a sa valeur. Et de bien savoir que le musée du Caire, ça sera bien aux pyramides pour garder le site des pharaons. Par contre, on passe le Caire pour voir une autre civilisation islamique et copte aussi. D'accord. Je vais m'arrêter quelques instants encore une fois, chers téléspectateurs, puisqu'on parle de tourisme interne en Égypte. Pourquoi ne pas parler des destinations touristiques variées pour l'Égypte, qui occupe toujours une place de privilège, des destinations touristiques reconnues mondialement pour leur valeur universelle exceptionnelle. Le pays des pharaons attire à nouveau les voyageurs du monde entier. Suivez donc ce compte rendu avec Sarah Al-Maghrabi. Je reviens avec plus de questions avec mon invité, Madame Dalia Mohamed Fathi. Les chiffres sont de plus en plus encourageants. Selon le quotidien du tourisme, l'Égypte a accueilli 8,2 millions de touristes en 2017, soit un bond spectaculaire de 54,7% par rapport à l'année précédente. Et les Français n'y sont pas pour rien. Le nombre de visiteurs a progressé de 146% à 140 000 voyageurs. L'embellie s'est en outre confirmée en 2018 et tout semble indiquer qu'elle devait se poursuivre en 2019. À tel point que la compagnie Air Masters, à numéro 1 de l'affrètement d'avions à destination de l'Égypte, continue à ajouter des vols au départ de Paris. Dotée de tous les éléments d'attraction touristique, l'Égypte possède 2/3 des monuments du monde, patrimoine hors pair et civilisation datant de plus de 7000 ans. L'Égypte est réputée par sa nature et ses trésors attirant une frange importante de fans de tous les coins du monde en quête de toutes sortes de tourisme d'agrément, curatif, religieux, écologique et sportif. Elle offre des plages, des terrains du golf, du safari, des sports maritimes et reçoit les festivals, les conférences et les expositions favorisant ainsi sa capacité compétitive. La Méditerranée et la mer Rouge ajoutent à son attraction touristique avec des sites de réputation mondiale comme Hurghada et Sharm el-Sheikh. الله أكبر الله
donc, Madame Dalia, on parle aujourd'hui tourisme interne, on parle en Égypte. Nous sommes en vacances, cette fête du Grand Bayram, ou la fête du sacrifice, ou l'Aïd al-Kibir. Quelles sont les principales destinations vers lesquelles nous pouvons aller nous diriger en Égypte? Ou à votre avis, quelles sont les plus préférables? Toujours la fête de Bayram, c'est toujours une fête religieuse. Oui. Alors, toutes sortes, des riches, des pauvres, même les enfants qui veulent se promener, ils se promènent selon des quartiers religieux. Oui. Alors, pendant les fêtes, la nature des coutumes égyptiennes, ils mangent beaucoup. Oui. Ces bourgeois, ils peuvent se balader beaucoup. Alors, les cafés ouverts dans ces quartiers-là, on peut manger, on peut dîner, on peut faire une petite course, une balade, d'acheter les besoins, des souvenirs. Alors, ils voient que la fête, ils doivent faire quelque chose de gai pour les enfants. Oui. Alors, pour descendre avec les enfants, que les jardins, que les sites ouverts des quartiers. Si je veux faire du tourisme pendant les vacances, où nous diriger? À votre avis, qu'est-ce que faire le premier jour, parce qu'on sacrifie le premier jour, d'aller dans les quartiers un peu pleins de mosquées. Oui. Comme le quartier de Hussein, Al-Azhar. C'est un grand chemin qui fait 30 km. Oui. C'est à pied, on ne peut pas faire pour une journée, mais je dis au minimum, on peut faire 2-3 heures de se balader. On doit découvrir des choses extraordinaires. Comment les gens priaient à l'époque, comment les avantages de ces mosquées-là, comment c'était climatisé à l'intérieur sans la clim. Comment les cafés sont ouverts qui racontent juste les monuments devant vous. Il n'y a pas une barrière. Ici, on visite une site monumentale, par exemple des pharaons. On doit faire un ticket, on peut rentrer, on ne peut pas toucher, c'est quelque chose de l'Antiquité. Mais dans ces quartiers, on garde les monuments vis-à-vis, on peut prier à l'intérieur quelque chose de valeur. Je rentre le Hussein, par exemple, je prie dans un endroit qui date de combien de temps? Aussi, les cafés ouverts a donné aussi la façon d'être un peu à l'aise. C'est-à-dire, peut-être je vais prier en secret. Alors, je suis devant la mosquée de même avec mes enfants. En toute façon, la vie quotidienne toujours aime la fête. Ou bien la fête aime la vie quotidienne. Si on veut dire, ou on se dirige vers les quartiers, vous tentez, mais vous proposez plus qu'on soit pendant les vacances, par exemple, se rendre aux anciens quartiers qui regroupent des traces, des empreintes, des monuments musulmans et coptes comme Al-Hussein, comme Al-Mu'izz el-Din, et pour voir les écoles et pour voir aussi les madrasas, comment il apprend le Coran, comment c'était les écoles dans l'Antiquité, dans des grandes mosquées comme le Sultan Hassan, par exemple, le Rifaï, ou bien la citadelle. La citadelle, vraiment, le jour de vendredi, pendant la prière de midi, ou bien à midi, moi je suis avec les touristes et je vois tant de monde avec leurs enfants. À la citadelle. À la citadelle, qui se promènent avec leur panier repas, avec des choses, ils prennent des biscuits. Ils passent toute la journée entre musées militaires, entre mosquées, entre jardins. Et ça, c'est un mélange bien pour la famille, pour ne pas être un peu... encadré, vous voulez dire? Oui. Et si on parle du parc d'Al-Azhar, par exemple, qui pourrait être de l'autre côté, figure-t-il aussi parmi ce parc, parmi les emplacements les plus fréquentés, par exemple, par les touristes égyptiens ou par les Égyptiens pendant les vacances? Touristes, et c'était aussi sur les plans touristiques aujourd'hui. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était un jardin et qui occupe les figures au menu aujourd'hui, alors. Exactement. Il y a des Français qui arrivent avec moi. Où est le jardin de parc de Azhar? Montre-moi. C'est vrai qu'ils ne rentrent pas. On n'a pas le temps parce qu'il y a tant de sites monumentaux. Mais ils regardent, ils prennent des photos de l'extérieur. Et moi, je raconte selon comment c'est à l'intérieur, les jardins et tout. Ça, c'est joli. Alors, mais l'Égyptien, ce sont les premiers qui s'étaient baladés sur cet jardin. Vraiment pendant les fêtes. Et aussi, elle reste tard. D'accord. Madame Dalia, si je suis touriste et je viens en Égypte, au Caire,
pendant les vacances, des vacances, et surtout, par exemple, le Grand Bayram, où je suis une ressortissante française ou étrangère, ou de n'importe quelle nationalité. Alors que vous êtes une compagnie vous me proposez un plan de haute gamme. À la tête de ce plan, que pourriez-on recommander, par exemple? Oui. Moi, je préfère le premier jour en prenant l'histoire. Le premier jour, on se balade. Quelle histoire? Histoire depuis l'Antiquité, depuis qu'on a une histoire, depuis la découverte de l'écriture, madame. C'est-à-dire l'histoire, c'est écrite. Alors, tant qu'on a sur l'écriture hiéroglyphe, on a écrit et c'était la civilisation qu'on a. Alors, moi, selon l'histoire, je préfère qu'on passe le premier jour selon les pyramides et la construction des 107 pyramides. On a, madame, 107. Oui. Selon l'Égypte, on peut dire, en bon état de conservation, une 70aine. Oui. Alors, on prend les pyramides à degrés. On commence avec Saqqara, Gézer, comme vous dites. Il y avait des qui est aussi rénové, en cours de restauration. Partout. Avec les belles mastabas, on se souvient comment c'était la façon de construire une tombe à degrés avant de faire une pyramide merveille. Alors, on commence après Saqqara, on prend l'ancienne capitale, comme le Caire, qui s'appelle Memphis. Comment le pharaon, c'était son château là-bas. Comment c'était les trésors là-bas. Et on finit avec sa journée, avec la grande pyramide, la merveille, quelque chose de grandiose. Prend des photos, des belles souvenirs avant de partir, et le Sphinx. Et le Sphinx, Si quelqu'un beaucoup plus un amateur, par exemple, un historien, veut raconter bien l'histoire, on prend le sol lumière du soir. Excellent. Est-ce que ça figure toujours parmi les destinations les plus préférables chez les touristes aussi, son et lumière pourquoi? Parce que toujours la nature, les étrangers, ils veulent avoir des spots selon les grands rois de cette époque. Alors, le spectacle sans lumière, il raconte des grands sites monumentaux comme les pyramides. Alors, on a les grands rois Khufu qui parlent son histoire. Et par contre, ses descendants. Et comment c'était la valeur du Sphinx à cette époque-là. C'est notre dieu d'Égypte. C'est pour cela que c'était le son lumière, quelque chose de très fiable pour tous les touristes qui arrivent avec toutes les langues. Même aux pyramides, il y a toutes les langues, même l'arabe. Alors, pour terminer la soirée, on va manger alors à bord et on termine la soirée avec le spectacle sans lumière et on quitte. Deuxième jour, on a fini une partie d'histoire égyptienne. Passer une journée selon Alexandrie, la plage. Il fait chaud aujourd'hui. Alors, on a besoin de partir une journée. Alexandrie, c'est pas loin. De voir une grande civilisation qui part de l'histoire égyptienne vers le grec. Alexandre le Grand et la femme très connue dans l'histoire. Ah, donc vous vous concentrez sur les époques depuis exactement, on marche comme ça. On marche comme ça. Deuxième jour, Alexandrie, avec la plage, les monuments. On a fini l'époque pharaonique. Exactement, ça c'est plus facile. Troisième jour, on prend quoi? Le christianisme. On peut se balader selon les églises, les synagogues. Et l'après-midi, on garde toujours le charme des quartiers religieux, musulmans, avec les mosquées, avec la prière de l'après-midi, le Maghreb. Et toujours, les cafés, ça s'ouvre jusqu'au l'aube, ou bien jusqu'au lendemain. On passe la nuit. Quatrième jour, on ouvre les maisons pour accueillir les familles. Les jardins, on descend les jardins, comme le Azhar. On se balade selon, par exemple, une journée, par exemple, promener selon les enfants qui veulent se promener selon les jardins publics. Un resto qu'on n'a pas visité, égyptien. C'est ça, les 4 jours de fête. D'accord. Toujours, on mange bien ces jours-ci. On doit digérer bien et marcher bien. D'accord. Je vais m'arrêter quelques instants, Madame Daly, avec un dernier compte rendu sur les 3 meilleurs endroits méditerranéens en Égypte. On revient, puisque nous voulons parler aussi du tourisme, pas seulement pour les Égyptiens pendant cette fête du Grand Bayram, mais aussi pourquoi la Méditerranée, encore une fois, pas seulement la beauté de l'eau bleue profonde, les villes côtières, mais pourquoi la Méditerranée est toujours au cœur du tourisme, qu'il soit interne ou international? Sarah Al-Maghrabi vous donne des détails, je reviens avec mon invité.
Alexandrie, souvent désignée comme la perle de la mer Méditerranée, cette charmante ville est un mélange de culture et de beauté. Plusieurs emplacements antiques sont présents, tels que les tombes et les ruines sous-marines dans Montaza. La ville est très animée, ce qui en fait une destination touristique. Son littoral s'étend sur plus de 70 km et comprend plusieurs ports fantastiques. Pour les amateurs de culture, l'opéra et la bibliothèque d'Alexandrie sont des visites essentielles. La citadelle de Qaït-Bey est aussi un favori touristique et la Agami et le Nakhil sont des plages populaires aussi bien. La côte nord, elle est facilement devenue une destination préférée pour les résidents du Caire. Cet endroit calme est connu pour son climat modéré, rapport au côte de la mer Rouge. Marsa Matrouh, un port célèbre, est la capitale du gouvernorat de Matrouh. Il est un centre de villégiature touristique majeur et escapade. Ces plages de sable blanc et des eaux calmes transparentes en font un excellent endroit à visiter pour les Européens et les Kairotes. Les plages populaires telles que Agiba et Rara sont décrites comme l'une des plus belles plages du monde. La plage de Cléopâtre est une merveilleuse baie dans Matrouh. Aux ruines d'un des palais de Cléopâtre ont été découvertes. Finalement, à l'ouest de Matrouh, les ruines du temple de Ramsès II sont l'un les plus admirables concernant l'Égypte ancienne. De retour avec Madame Dalia, guide touristique ou tour opérateur et un guide professionnel aussi et experte en tourisme. Madame Dalia, on parlait avant ce compte rendu, on parlait des destinations les plus préférables. Vous, en tant qu'agence ou tour opérateur ou même guide, comment vous divisez avec les touristes, par exemple, le Caire lui seul? Je vais me diriger vers, bien sûr on a beaucoup parlé et je pense que aussi à l'étranger tout le monde parle de la mer Rouge, tout le monde parle de snorkeling, tout le monde parle de cette belle mer Rouge, Hurghada, Al-Gouna, Sharm el-Sheikh et tout. Qu'est-ce qui aurait-il de plus qu'on pourrait ajouter aujourd'hui en Égypte en général et pas seulement au Caire, au menu, au plan par exemple de votre gamme présentée pour des touristes? Selon la mer Rouge, par exemple. Ou bien les plages en général. Ou les autres plages aussi. Pourquoi Dahab demeure-t-il aussi? Pourquoi Parce que c'est un trésor naturel. On n'a pas rajouté quelque chose. Pourquoi Sahl Hashish aussi? Pourquoi cette direction prend-elle aussi, garde-t-elle ce charme? Et prend-elle les touristes qui soient même égyptiens ou étrangers? Vraiment, selon les plages, selon la mer Méditerranée en général, ou bien la mer Rouge, l'Égypte, selon sa situation, la mer possède beaucoup de trésors qui ne s'y trouvent pas dans d'autres pays. Oui. À un moment donné, moi, quand j'étais petite, il y avait des coquillages partout sur la plage. Oui. Les étoiles du Nil, tout ça. Ces trésors-là, on ne les voit pas aujourd'hui sur les côtés de la plage, mais en toute façon, on possède ces trésors à l'intérieur. Alors, parmi d'autres pays, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on cherche quelques coquillages sur la plage. Jusqu'à maintenant, ils arrivent chez nous pour découvrir la nature qui était pure. Le sable doré de l'Égypte. Si madame, vous êtes sur la mer Rouge, oui. Vous économisez, comme on dit, économiser parce que c'est des sous, du sable normal. Oui. C'est un peeling sur le visage et toujours on est jeune. Moi, je suis là-bas, j'apporte plusieurs bouteilles, c'est la plage, un peu de sable. Et je fais sur mon visage, je me rends toujours jeune. Alors là, les touristes, ça fait rire, mais les touristes font ça. Moi, je vois la dame reste sur la plage en plongeant sur le sable en disant
Le sable, vous avez un trésor. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, si j'ai des muscles, si me fait mal, un rhumatisme, là, c'est autre tourisme. Oui. D'être joli, d'être Tourisme beau. thérapeutique. Exactement. Oui. Et l'eau aussi de la mer, toujours, il y a de l'iode. C'est selon les gens vieux un petit peu. C'est bien pour les poumons, pour la respiration, l'appareil respiratoire. Alors, ils aiment cette partie pour eux. À un certain âge, c'est ça le tourisme des vieux. À partir de 60 ans, par exemple, à 70 ans, ils préfèrent ce côté. Il ne va pas se balader en plein désert pour découvrir les chameaux et les ours. Alors, il a d'autres avis de faire les plages. Oui. Aussi les gens qui, si je demande, par exemple, un jour pour les jeunes qui veulent passer des vacances, première chose qu'ils vont me dire, la mer Rouge, ou bien à côté de la mer Méditerranée, non? Parce que j'aime se promener. Alors, les promenades. Oui. Exactement. Oui. Alors, le soir, c'est pas fermé. Une autre vie, on peut descendre, il y a une ville, comme vous dites. Le safari aussi, Madame Dalia, figure-t-il aussi toujours à la tête des, exactement. Le safari, des demandes des touristes? C'est quelque chose de découvrir le désert. On n'a pas le désert chez eux. Il n'y a pas le plein désert. Si on visite la France, il n'y a pas le désert. Alors, ils regardent selon, vous avez un en France, il y a plus d'espace vert qu'un désert, mais on ne veut pas comparer aussi la superficie de l'Égypte à la France. On peut dire forêt, on peut dire désert en mélange, mais désert pur, comme chez nous, on peut voir le lever du soleil, le coucher, il n'y a pas. Ce film-là, quand on prend des photos assez, on n'a pas. Moi, une fois, j'ai monté la Sainte-Catherine, la monastère de la Sainte-Catherine, c'est super. Vous connaissez, madame, on ne peut pas monter parfois à pied d'autres marches. On est à dos d'un chameau, un dromadaire, et on monte, on continue. Il fait tellement froid sûr. On est couvert avec des choses, mais en toute façon... Qui sont les pays qui favorisent plus par exemple, le monastère de Sainte-Catherine, côté Sharm el-Sheikh, côté Sinaï Sud. Toujours, je dis, franchement, c'est le côté français. Les Français. Hein. Les Italiens. Toujours les Italiens, parce que c'est leur nature. Les mondes les plus proches de notre mentalité, ce sont les Italiens. Et ils ont Alexandrie comme vous. Et les Grecs. Exactement, et les Grecs. On a aussi une partie de France qui est Marseille. Marseille, c'est comme les habitants d'Alexandrie. C'est toujours la même langue, comme chez nous. C'est le sud. Exactement. Nous sommes au cœur comme les Parisiens, un petit peu. Mais Marseille, c'est tout proche de la mer. Alors toujours, ils préfèrent la mer. En visite pour voir Alexandrie, pour voir Alexandra, comme ils chantaient beaucoup. Et aussi pour faire la mer, quelque chose de nouveau. Est-ce que la mer Rouge, c'est la même valeur que la mer Méditerranée chez vous? Oui, j'ai une question à vous poser ici. Pourquoi les touristes asiatiques se penchent-ils plus sur le Caire, sur les quartiers catholiques, sur les quartiers musulmans, et aussi pour aller visiter des gouvernorats, à part, en dehors du Caire? Ça m'étonnait, il y a quelques années, il y a en disant 4 ans, comme ça, pas même 5 ans, que les Chinois, les Japonais, ils ont annulé le classique, des programmes classiques qui fait un tour croisière. Qui est croisière sur le Nil, pyramide, même la pyramide de Geyser, c'est parmi les choses un peu demandées pour eux. On découvre Dahchour, Maïdoum, des choses, Assilma Rachid, la pierre de Rosette, les quartiers religieux. Il n'y a pas un seul quartier qui n'ont pas filmé. C'est leur nature. Le monde qui veut imiter doit voir la différence, moi, à mon avis. Alors, ils ont tant parlé des pyramides, il y a plein de photos qu'ils ont dessinées selon les pyramides. Ils veulent imiter autre chose. Vous savez très bien que les Chinois sont très très bien dans les choses de broderie. Alors, il y a des mosquées avec des dentelles, comme on dit, ou bien un crochet, de choses travaillées à la main. Alors, ils filment, ils copient, ils imitent. Ça, une grande civilisation. Donc, vous voulez dire que chaque pays, chaque destination touristique a ses emplacements préférés en Égypte. C'est-à-dire, ou bien un monde asiatique aime voir tout ce qui est différent aujourd'hui. Oui, d'accord. Madame Dalia Mohamed Fathi, vous êtes guide professionnel, vous êtes tour opérateur, vous êtes experte en tourisme interne et international. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission
spécial pour le Grand Bayram qu'on appelle Merci à tout le monde. En même temps, en fait, à toute l'Égypte tout entier, étrangers qui vont passer ici les vacances, bienvenue. Les peuples qui vont sacrifier le premier jour, bon fête à tous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Fin de cette émission. Merci tous de nous avoir suivis. J'espère que vous profitez bien des vacances de ce Grand Bayram. Plus de chansons, plus de gaieté. Je vous laisse avec une des plus belles chansons avec Meher Zain et on vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle édition de spéciale ou une édition de direct. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Au revoir.